Bonjour et bienvenue. Merci d'être là pour nous suivre. Votre émission Réflexivité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éclairage de la colonisation par les lois du marché. Nous avons le réel plaisir de recevoir une fois de plus le professeur Guy Robert Silou. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur Kambala. Bonjour, nous allons parler des lois du marché par rapport à la colonisation. Quel sens donnez-vous à ces sujets? On a l'habitude d'expliquer la colonisation par plusieurs facteurs. On a les facteurs religieux, facteurs civilisationnels, les facteurs économiques. Mais sauf que je n'ai pas cette habitude de travailler en histoire. Bien sûr, il y a de l'histoire économique qui m'intéresse, mais l'histoire comme telle, je n'en suis pas spécialiste. Et donc l'objet, puisqu'il y a eu quand même des puristes qui ont déjà réfléchi sur ce sujet-là, voir le pourquoi de la colonisation, aujourd'hui, l'objectif n'est pas celui-là. C'est plutôt de voir comment est-ce qu'on a pu se servir d'une situation particulière, d'un contexte particulier, des lois économiques, pour ne pas dire des courants économiques spécifiques, pour justement falsifier l'histoire économique, pour imposer des choses qui sont ignominieuses, qui sont barbares, mais sauf que dans le leitmotiv du colon, pour ne pas dire de certains historiens, on a voulu un peu tronquer l'histoire. Falsifier. Falsifier complètement l'histoire. Et nous, aujourd'hui, l'objet n'est pas de revenir sur ce débat, mais rester vraiment sur le champ purement économique et voir comment est-ce que les lois économiques que nous apprenons dans les manuels d'économie n'ont pas du tout été respectées, sans pour autant qu'on se fasse traiter d'anachronique, parce que au niveau des historiens, le fait de pouvoir juger cette période coloniale à l'ère actuelle, ça risque un peu de fausser l'analyse. Donc on va faire un effort de replonger dans le passé et à partir de là, voir un peu ce qu'il en est. Et donc, de manière un peu exceptionnelle, je vais débuter par une introduction que j'ai pu rédiger pour arriver vraiment à notre sujet. Et là, je vais partir d'une déclaration d'une allocution, une déclaration qui a été faite par le roi Baudouin lors de l'indépendance de la République du Congo, c'est-à-dire le 30 juin 1960. J'ai pris un tout petit extrait. Il dit ceci: « Lorsque Léopold II entre au pays de la grandeur, qui retrouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. » Et donc, on se rend bien compte que cette falsification de l'histoire est déjà dans cette petite, je vais le dire comme cela, une petite partie de l'allocution du roi Baudouin, c'est-à-dire que lorsqu'il présente Léopold II comme étant là pour civiliser les indigènes que nous étions à l'époque, ça pose déjà problème. Voilà pourquoi moi je dis ceci en introduction. L'histoire coloniale peut être comprise à la lumière du libéralisme économique ou encore le capitalisme, dont l'essence est la recherche du profit. Ces doctrines éclairent le colonialisme, qui est une idéologie, un système qui légitime l'occupation des territoires par d'autres pays plus puissants qui dominent, exploitent sur plusieurs niveaux des États plus faibles. On peut constater que le phénomène qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation se fonde sur des relations et rapports qui sont asymétriques. Or, l'économie a ses règles qui se fondent sur une optimisation des ressources qui se veulent rares. Cette rareté va façonner les notions de valeur d'usage et de valeur d'échange. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le colonisateur va falsifier les lois de l'économie dite libérale tout en continuant à les utiliser à ses fins propres. Dans une de ses nombreuses publications, le philosophe français André Comte-Sponville écrivait, en se posant une question, « Le capitalisme est-il moral ?» On va revenir là-dessus.
Et comme l'était aussi à l'époque un courant économique qu'on appelle le mercantilisme, on va se rendre compte que tous ces courants économiques vont servir d'appui au colonialisme. La colonisation ne peut pas être un acte civilisationnel. Il est avant tout économique. La dimension civilisationnelle ne sert que d'alibi, de prétexte, pour se donner une certaine bonne conscience. Alors là, notre problématique serait plutôt comment la pensée économique, fondée sur l'appât de gain, a-t-elle influencé le colonialisme? Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Mais la première question est de savoir pourquoi vouloir expliquer la colonisation belge au Congo par les lois du marché. Par les lois du marché. Lorsqu'on est sur les lois du marché, il faudrait entendre que parler des lois du marché, c'est être sur ce qu'on appelle une économie de marché. Qui dit économie de marché dit déjà au départ la non-intervention de l'État. Au lieu d'avoir un État-providence ou un État social, on a tendance à mettre en évidence l'État régalien qu'on appelle aussi l'État gendarme. C'est-à-dire cet État qui intervient de manière minimaliste pour qu'il y ait toujours cette autorégulation, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande qui devrait s'appliquer pour optimiser les ressources qui se veulent être rares. Ça, c'est un des premiers critères. Et donc, on se rend bien compte que par rapport à ce premier pan que j'essaie de mettre en évidence, ce sont les États qui ont colonisé d'autres États existants. Et on va se rendre compte qu'à l'exception de la colonie belge, qui nous concerne bien entendu, c'est-à-dire le Congo belge, qui appartenait à un individu, c'est-à-dire Léopold II, toutes les autres colonies étaient gérées par des États. Là, on est déjà en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, par rapport au libéralisme économique, et avec son credo libéral de Vincent de Gournay, le laisser-faire et le laisser-passer, laisser-faire, pas d'intervention, le laisser-passer, la libre circulation, on se rend bien compte que là, il y a déjà une sorte de pierre d'achoppement. Lorsqu'on sort de ce contexte-là, toujours dans le libéralisme économique, on va vous parler de la liberté d'entreprendre. Et là, on a affaire à des agents économiques qui sont libres. Or, il s'avère que dans le contexte colonial, on ne peut pas parler en termes de protagonistes qui sont libres et qui sont égaux. On se rend bien compte qu'on est toujours dans une forme d'asymétrie et par voie de conséquence, il y aura un dominant et un dominé. Et donc ça commence déjà à fausser les règles économiques que nous apprenons de manière un peu basique, pour ne pas dire de manière mécanique. Mais un autre élément du libéralisme économique, c'est le droit de propriété. Et ça, on va y revenir pour se rendre compte que le Congo de l'époque était-il la propriété de Léopold II? Non. À la base, ce n'était pas une propriété lui appartenant. Mais on va se rendre compte lors d'une célèbre conférence que tout le monde connaît, la conférence de Berlin 1885, on va lui octroyer la gestion d'un territoire qui ne lui appartient pas. Et c'est là où on va se rendre compte, une fois de plus, une des lois économiques est complètement faussée, c'est-à-dire le droit de propriété. Bien entendu, ce droit de propriété qu'on va lui concéder, il est complètement unilatéral. Il ne s'agissait pas de mettre autour d'une table les deux parties afin qu'on puisse trouver un accord suite à un contrat qui serait signé par les deux parties contractantes. Et donc là, on se rend bien compte que tout cela nous incite à pouvoir réfléchir justement sur les conditions dans lesquelles les colonies se sont installées au détriment justement des lois économiques, excepté bien entendu les courants mercantilistes que nous allons évoquer un peu plus tard. Mais, monsieur le professeur, je suis tenté de poser cette question. Dans ces contextes-là de colonisation, les lois économiques devaient être respectées. Là, on assiste à un colon et un colonisé. Mais bien entendu, là, je sais que vous êtes en train de m'entraîner sur un terrain pour que je puisse dire, de toute façon, les lois économiques ne pouvaient pas
s'appliquer comme tel, parce qu'on est dans une relation, comme je le dirais, de dominant à dominé. Et là-dessus, je vous donne tout à fait raison. Mais il s'avère quand même que, à la base, que disent les puissances européennes qui sont arrivées dans ces contrées lointaines? C'était pour des raisons de civilisation. Peut-on considérer que, comme le dirait Thomas Hobbes, que la loi de la jungle serait la civilisation? Ou bien est-ce qu'on nous renvoie au niveau de ce qu'on pourrait appeler le droit naturel, mais ce droit naturel qui devient quasiment que l'homme est un loup pour l'homme? Et dans ce cas, on n'est plus dans la civilisation, on est d'emblée dans la barbarie. Voilà pourquoi moi je souhaiterais qu'on puisse rester toujours dans ce cadre de la modernité, comme on va le voir, pour se dire que dans cette modernité, il y avait quand même des règles qui devaient régir les sociétés et à partir de là, fonder des communautés nationales. Et en quoi les titres du livre d'André Comte-Sponville peut-il être mis en relation avec la colonisation? Lorsque le philosophe André Comte-Sponville publie son œuvre intitulée « Le capitalisme est-il moral ?», il pose une question de fond. C'est-à-dire, on revient sur ce que vous venez de me poser comme question. Or, il s'avère que, suite aux révolutions industrielles successives, les révolutions industrielles partent des années 1850 aux années 1900. Et qui dit révolution industrielle, dit quoi? La sortie de l'obscurantisme. C'est-à-dire que là, comme le diraient certains sociologues, et là je pense comme cela rapidement à un certain Auguste Comte, il va parler en termes de positivisme. C'est-à-dire que c'est la science qui devient centrale dans les différentes sociétés. Mais qui dit science, dit également le progrès technique. Et ce progrès technique va nous entraîner dans la modernité. Mais en même temps, les révolutions industrielles vont susciter quoi? Les révolutions industrielles vont susciter des révolutions politiques, c'est-à-dire l'avènement des républiques. Et là, on va bannir les monarchies, c'est-à-dire que toutes ces royautés et autres vont commencer à disparaître. Donc là, on va basculer dans les démocraties. Mais en même temps, disons que ces révolutions industrielles auront aussi pour corollaire des révolutions sociales. D'accord? Et donc là, on est dans une forme de modernité, pour ne pas dire de modernisation. Et il y a un auteur comme Max Weber qui va parler en termes de désenchantement du monde. C'est-à-dire que les révolutions industrielles successives, avec la science qui va prendre une place prépondérante, on va connaître ce qu'il appelle la sécularisation de la société. Autrement dit, pour reprendre un concept qui est relativement simple, on est un peu sur des sociétés qui se veulent laïques. C'est-à-dire que la religion est en arrière-plan. La religion, elle est en arrière-plan. Je ne dis pas que la religion n'existe plus, mais on n'explique plus le monde par le religieux ou par les faits religieux. On va chercher plutôt à expliquer l'évolution du monde par la science. Or, il s'avère que nous sommes dans des situations qui sont relativement de plus en plus complexes et on se rend bien compte que si la colonisation bascule telle que nous l'avons connue, cela veut dire que la morale telle qu'elle était prônée au Moyen-Âge dans les sociétés féodales est en retrait. Et là, c'est la science. Mais la particularité aussi de cette période, pour se dire que là, la morale était mise de côté, les puissances européennes avaient besoin des métaux justement pour alimenter les constructions des bâtiments, des machines et ainsi de suite. Or, il s'agit des métaux que ces puissances européennes n'avaient pas sur place. On peut justifier la colonisation à travers cette recherche de métaux? Mais on va se rendre compte que cette quête explique en grande partie la colonisation. Parce que les puissances européennes qui sont en quête de métaux que ces puissances ne possèdent pas sur leur territoire, mais en même temps, n'oublions pas que ces puissances coloniales ne sont pas non plus dans une amitié
considérable. Au contraire, entre elles, il y a une concurrence effrénée. Et donc, à partir de là, on le dit bien, les fins, F-I-N-S, les fins justifient les moyens. Et les moyens, c'était quoi? À l'époque, c'était aller chercher les colonies pour les exploiter le mieux possible. Et là, la morale, elle est complètement mise de côté. Et puis là, il faudrait vous dire aussi une chose. L'économique, pour ne pas dire l'économie, ne peut pas se fonder sur le champ de la morale. L'économie ne peut se fonder que sur l'efficacité. Et cette efficacité, justement, se fonde sur la rationalité. Et là, particulièrement, ce qu'on appelle la rationalité instrumentale. Voilà, d'où la petite citation de tout à l'heure, les fins justifient les moyens. Mais les colonisations, les colonies sont offertes aux puissances européennes lors de la conférence de Berlin 1885. Quelle rélecture économique faites-vous de ces moments historiques pour l'histoire du peuple congolais? Mais vous savez, lorsque vous regardez quelques brochures de l'époque, il y a des caricatures. Vous voyez le chancelier allemand Bismarck avec un couteau en train de partager le continent africain en petites parcelles attribuées à chaque puissance européenne. Ça me fait penser à ce qu'on appelle en économie le partage de la valeur ajoutée. Le partage de la valeur ajoutée. Mais sauf que lorsqu'on parle de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la véritable richesse qui est créée par une entreprise, c'est le produit d'une production. Permettez cette tautologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour avoir de la valeur ajoutée, il faut combiner les facteurs de production, le facteur travail, le facteur capital technique pour qu'il y ait production. Et à partir de là, chaque entreprise va créer quelque chose qui ressemble à un gâteau, c'est-à-dire qu'on va appeler la valeur ajoutée brute. Cette valeur ajoutée brute est répartie entre les différents acteurs qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de la production. Mais sauf que là, on est en train de partager quelque chose dont on n'est pas propriétaire. Dont on n'est pas propriétaire. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on est quand même aux antipodes des lois économiques. D'accord? On est vraiment aux antipodes des lois économiques. On ne peut partager que ce qui vous appartient. Autrement dit, en sciences économiques et particulièrement dans le libéralisme économique, vous avez ce concept de droit de propriété que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ce droit de propriété vous donne la possibilité d'user et d'abuser les biens individuels appartenant à un individu. Or, il s'avère que l'Afrique n'appartenait pas aux puissances coloniales de l'époque. Mais sauf qu'autour d'une table, lors d'une conférence, ces puissances européennes vont s'accaparer de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et donc là, je dis, il y a quand même falsification de l'histoire et des lois économiques. On est en train de dépecer des territoires qui n'appartiennent pas à ceux qui vont devenir propriétaires de ces éléments. C'est là où quand même le bas blesse. Et derrière, c'est là où ça devient un peu encore ubuesque, mais même si derrière ce côté ubuesque, il y a le côté dramatique de l'histoire. On va se rendre compte que certains États vont s'approprier de ces territoires, et là on va confier à un individu et en la personne de Léopold II, tout un territoire qui est N fois supérieur à son pays, c'est-à-dire la Belgique. Territoire très immense. Voilà. Mais monsieur le professeur, n'avons-nous pas accusé de faiblesse, nous, si je dis nous, les colonisés, nos chefs, les chefs des empires, n'avons-nous pas accusé de faiblesse, faire entrer un étranger et lui faire accéder à des biens, aux richesses? Mais vous savez, l'histoire, elle est souvent tronquée, elle est souvent falsifiée. Mais sauf que nous devons être en mesure de faire une relecture de cette histoire afin qu'on puisse aussi apporter notre vérité, notre manière d'observer et d'analyser ces périodes qui sont très très dramatiques. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, lorsque Léopold II, dans un premier temps, envoie son sbire, s'il faut l'appeler ainsi, Stanley, mais
les chefferies ne se sont pas laissées faire. Il y a eu des guerres dans un premier temps. D'accord? Pour que la population autochtone puisse être matée, il y aura l'armée belge qui va être derrière. C'est-à-dire que le roi Léopold II avait suffisamment des capitaux, c'est-à-dire beaucoup d'argent, qu'il avait mis en exergue en enrôlant une partie de l'armée belge pour essayer de conquérir ces territoires-là. Donc on ne peut pas dire que le peuple congolais de l'époque était amorphe au point de laisser le colon l'envahir. Il y a eu des résistances. Et au travers de ces résistances, il y a eu aussi des morts, comme on peut s'en douter. Mais sauf que ce sont des parties de l'histoire qui sont complètement escamotées. Oui. Mais comment peut-on comprendre, monsieur le professeur Guy Robert Sulou, la fomentation de la conférence de Berlin? Oui, mais c'est-à-dire que j'avais commencé à apporter quelques bribes de réponses. La conférence de Berlin s'expliquait justement par cette montée, si vous voulez, de l'industrialisme. Et là, je le dis ainsi. Vous voyez, je ne dis plus l'industrialisation, je dis industrialisme parce que ça devenait quasiment une forme d'idéologie. Or, ces nouvelles industries avaient besoin de plusieurs éléments, dont ce qu'on peut appeler le capital physique, les matières premières. Ces matières premières, regardez les pays européens, majoritairement les anciens pays colonisateurs, n'avaient pas ces métaux précieux dont ils aspiraient. On va parler du mercantilisme tout à l'heure, on va parler de la physiocratie, et ainsi de suite. On va se rendre compte que ces éléments-là, nécessaires pour la production, faisaient défaut. Et là, il fallait bien se lancer dans des productions qui nécessitaient une mobilisation considérable de ces facteurs de production. Au niveau du facteur travail, il faut se dire aussi que dans les années 1831, par exemple en Belgique, il y avait déjà une reconnaissance des organisations syndicales. Bien entendu, c'était à un niveau de balbutiement, on n'avait pas encore la force des organisations syndicales comme on pouvait les entrevoir un peu plus tard, mais c'était déjà une forme d'organisation sociale qui commençait à s'installer pour empêcher qu'il y ait des abus de certaines choses. Lorsque vous allez en France, là j'ai dit en Belgique c'était en 1831, mais en France c'était en 1884 où il y aura une loi qui va reconnaître les organisations syndicales, c'est la loi qu'on appelle la loi Waldeck-Rousseau. Donc on se rend bien compte que ces facteurs de production étaient devenus un peu rares et voire même protégés dans une certaine mesure avec l'émergence ou l'apparition des organisations syndicales. En revanche, ces facteurs de production, dans des rapports de force complètement asymétriques, il fallait bien qu'il y ait cette sorte de connivence de circonstances parce que ces puissances coloniales de l'époque n'étaient pas non plus dans une entente cordiale, puisqu'il y aura, si vous voulez, des négociations de toutes sortes pour arriver à ce type de conclusion. Oui. Quelles sont alors les causes principales de la colonisation? Mais lorsqu'on est sur les causes de la colonisation, on a l'habitude d'en citer une foultitude, mais on peut en citer trois. Il y a les causes économiques, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais on va évoquer aussi les causes politiques, pour ne pas dire géostratégiques et politiques, parce qu'on se rend bien compte qu'on a besoin des alliés, parce qu'il y avait des problèmes d'entente, comme je le disais tout à l'heure, entre ces différentes puissances, si vous voulez, européennes, qui ne s'entendaient pas toujours. Pensez que juste après ces années de colonisation, où tout le monde avait réussi à avoir ses bases, la Première Guerre mondiale n'était pas très très loin. D'accord ? 1914 est vite arrivé. Donc on se rend bien compte que ces choses-là vont toutes s'imbriquer et on va arriver à ces conclusions. Mais vous avez aussi les raisons qui sont plus ou moins fallacieuses, les raisons civilisationnelles. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant la culture parce que la mondialisation, comme vous le savez, elle n'est pas que économique. La mondialisation, elle est aussi culturelle. Bien entendu, ça c'est quelque chose qui viendra un peu plus tard. Les colonisés avaient leur culture, avaient leur civilisation. Avaient leur civilisation, avaient leur culture, leur mode de vie. Et ça va être perturbé par ces contacts qui vont être très violents. Mais qu'est-ce qu'on entend par colonie d'exploitation et colonie de peuplement? Les Congos, sous la colonisation, se retrouvaient où?
Lorsqu'on dit colonie de peuplement, vous prenez un pays comme l'Algérie. On se rend bien compte que la France, en allant en Algérie, l'Algérie était le prolongement de la France. D'accord? Donc les Français qui vont là-bas, on considère que ce territoire-là leur appartient et ils s'y installent de manière un peu indéfinie. Et donc là, souvent, vous allez constater que les indépendances se sont arrachées dans la douleur. C'est-à-dire là, il y a des guerres civiles et ainsi de suite. Vous passez dans un pays comme l'Angola, qui est juste un pays limitrophe au nôtre, vous allez constater que là aussi, le Portugais a voulu s'installer de manière indéfinie. C'est-à-dire en s'accaparant de ce territoire et en s'installant, en essayant de modifier les codes sociaux qui étaient en vigueur et en rigueur. Lorsque vous venez dans un pays comme le nôtre, ce qu'on va appeler par la suite le Congo belge, mais on va s'apercevoir, ou même juste à côté, le Congo français, c'est-à-dire le Congo Brazzaville, que ce soit les Belges comme les Français, étaient là uniquement pour les ressources naturelles et pour la main-d'œuvre qui était bon marché, pour ne pas dire quasiment gratuite. D'accord? Et donc, c'est ça la différence qu'il y a entre les colonies de peuplement et les colonies d'exploitation. Nous étions une colonie d'exploitation. On est venu nous exploiter. Les choses étaient clairement dites. Voilà pourquoi pour les indépendances, ça s'est assez très bien passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des guerres tout de suite, même si 5 ans après, les choses sont parties complètement en vrille. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait toujours une sorte de corrélation, vous allez vous rendre compte que juste après les indépendances, notre pays n'a jamais connu la paix. La guerre qu'il y a aujourd'hui à l'Est, si vous cherchez vraiment la genèse, il faut remonter au niveau de cette colonie d'exploitation. Et je pense qu'au niveau même des firmes multinationales d'aujourd'hui, il y a toujours cette sorte de suprématie occidentale qui considère nos pays comme étant les fournisseurs de matières premières et rien que cela. Et cette colonie d'exploitation pose la question de la dette coloniale aussi. Oui, là on peut parler en termes de dette coloniale, mais ça, avons-nous suffisamment aujourd'hui de force, parce que avons-nous renversé les rapports de force pour que cette dette puisse être reconnue par tous et qu'il puisse y avoir, parce que quand il y a dette, c'est qu'il y a un créancier et derrière, il y a un débiteur. Il y a un débiteur. Mais maintenant, ce débiteur-là reconnaît-il avoir justement pris des choses qui ne lui appartenaient pas? Vous imaginez, c'est-à-dire que ce sont des contrats qui étaient unilatéraux et qui nous ont été imposés. Mais cela n'empêche nullement qu'on continue justement à se battre pour essayer de récupérer notre dû. Parlons maintenant de mode de production esclavagiste et la théorie marxiste de capitalisme avec Karl Marx. Moi, j'ai souvent dit aux étudiants de penser toujours à cet intellectuel très éclectique qu'est Karl Marx. Karl Marx, on a souvent dit qu'il était mort. Bien sûr, quand je dis mort, intellectuellement parlant, bien entendu, mais moi je dis que non, il est toujours vivant. Voilà pourquoi il faut souvent le lire pour essayer de comprendre les enjeux qui traversent nos sociétés modernes, contemporaines et actuelles. C'est-à-dire que là, nous sommes sur les modes de production. Qu'est-ce qu'il entend par les modes de production? Mais avant de répondre à cette question, je reviens sur ce que lui et son ami Engels ont publié dans le manifeste du Parti communiste. Il y a une phrase slogan qui est là dès le départ: prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et ils disent la chose suivante, c'est-à-dire les deux, que l'histoire de l'humanité, ou l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, est l'histoire de la lutte des classes. Et ils considèrent que lorsque vous regardez ce qui s'est passé dans l'histoire, vous avez ce qu'il va appeler le mode de production esclavagiste. Après le mode de production esclavagiste, vous avez le mode de production féodal. Après le mode de production féodal, on tombe sur le mode de production capitaliste. Systématiquement,
vous aurez toujours deux protagonistes au rapport de force complètement opposé. Dans la société esclavagiste, vous avez un esclave face à un maître. Vous passez dans la société féodale, vous avez un seigneur et un serf. Mais quand je dis un serf, ça s'écrit S-E-R-F, on pourrait dire un serf. Et après, dans la société capitaliste, vous avez un bourgeois et un prolétaire. Toujours dans des rapports antagoniques et antagonistes. Et donc, dans la société esclavagiste, lorsqu'on y est, lorsqu'il parle de mode de production, à quoi est égal le mode de production dans la théorie marxiste? Dans la théorie marxiste, le mode de production est égal au rapport de production plus les forces productives. Qu'est-ce qu'on entend par les forces productives? Dans les forces productives, vous avez l'état d'avancement au niveau du progrès technique. Lorsque le colon arrive au Congo, nous sommes vraiment dans un état rudimentaire. Le progrès technique n'y est pas. D'où la domination qui va s'imposer au peuple congolais, au peuple colonisé de manière générale. Parce que ce qu'on appelle les forces productives, qu'est-ce qu'on utilisait pour les champs et ainsi de suite? On était obligé vraiment d'utiliser la force physique. Mais en même temps, là on était sur les forces productives. Mais de l'autre côté, on avait parlé de l'armée. Lorsque l'armée arrive, il y a la baïonnette, il y a un fusil et tout. Et face à ce fusil, face à l'armée des pays européens, les rapports de force étaient déséquilibrés. Mais lorsque vous basculez sur les rapports de force ou les rapports de production, ces rapports de production sont toujours fondés sur un dominant et un dominé. C'est-à-dire que le colon, il est là, il est en position de force, et le dominé, c'est nous qui étions sous le servage, s'il faut le dire ainsi. Donc, le mode de production de la société esclavagiste était en faveur du colon, d'emblée. Et il s'agissait des rapports de force qu'il fallait inverser si on voulait justement acquérir nos indépendances. Voilà pourquoi ces indépendances devaient être, si vous voulez, ravies, s'il faut le dire comme cela, pour ne pas dire arrachées, par la force. Oui, à la voilà suite pourquoi. d'une lutte. À la suite d'une lutte. Et d'ailleurs, dans la théorie marxienne, il finit toujours par dire que c'est la lutte des classes qui permet le dépassement de la société. Et c'est là où il faudrait toujours aussi, dans la théorie marxienne, penser toujours à la dialectique. C'est-à-dire cette dialectique qui veut qu'il puisse y avoir une thèse, il faut qu'il y ait une antithèse, des deux découle ce qu'il va appeler la synthèse. Bien entendu, ce n'est pas lui qui invente cette notion de dialectique, il va plutôt la puiser auprès d'un certain Hegel. Et donc c'est à partir de là, si on veut vraiment comprendre comment est-ce qu'on va arriver à sortir de cette spirale, mais c'est en pensant à ce mode de production esclavagiste qui n'était pas en notre faveur, mais derrière, il y a eu des forces contraires qui vont faire que la situation puisse se débloquer par la suite. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, le colonialisme est-il vraiment la réponse répond-il au mercantilisme? Mais vous savez, dans mon introduction, je disais que la période que nous allons connaître dans un premier temps, cette période lorsqu'il y aura les invasions, pour ne pas dire ces expéditions pour conquérir les territoires qui étaient un peu disséminés partout dans le monde, on va connaître un courant économique qu'on appelle le mercantilisme. Mais ce mercantilisme, il était assez varié. Vous avez par exemple le mercantilisme espagnol. Le mercantilisme espagnol se fondait sur la recherche, si vous voulez, de l'enrichissement en arrivant à acquérir le maximum d'or possible. Il fallait que la richesse puisse être monétaire. Et là, on s'enrichit en essayant d'extraire le maximum d'or. Là, on est sur des métaux précieux. Lorsque vous basculez en Angleterre, là, on est sur beaucoup plus de travail, parce que les Anglais étaient dans des colonies aussi d'exploitation que de peuplement. On va se rendre compte que pour eux, c'est beaucoup plus par le travail. Et bien sûr, toujours,
par les différentes colonies. Mais lorsque vous basculez en France, on va se rendre compte que, je ne l'ai pas dit, pour les Anglais, ils vont aussi s'attarder sur le protectionnisme. C'est-à-dire plus exporter et moins importer, pour avoir toujours une balance commerciale excédentaire et à partir de la balance commerciale excédentaire et avoir des revenus beaucoup plus importants parce que tout cela, ça se faisait par le biais de la monnaie. Lorsque vous basculez en France, mais c'est à peu près la même chose. Là, on est en train d'exploiter un peuple pour acquérir des métaux en mettant en place beaucoup plus de protectionnisme plus exporté comme toujours, moins importé, et en essayant aussi de conquérir des territoires d'outre-mer et ainsi de suite. Et on se rend bien compte que ce mercantilisme favorise la puissance des États européens. Acquérir les métaux les plus précieux. Plus d'exportation, moins d'importation, et derrière, acquérir des nouveaux territoires. C'est ça le mercantilisme. Et là, on ne peut pas penser que ça puisse être quelque chose de moral. Voilà pourquoi je pensais à André Comte-Sponville lorsqu'il dit que le capitalisme est amoral. Et effectivement, le mercantilisme tel qu'il était appliqué ne pouvait être que amoral. Mais derrière... Contraire aux lois du marché. Contraire aux lois du marché. Vous voyez bien, lorsque je dis contraire aux lois du marché, c'est-à-dire contraire au libéralisme économique qu'on va commencer à connaître avec les physiocrates, dont Richard Cantillon. C'est-à-dire que lorsqu'on va connaître l'arrivée des physiocrates, ce sont eux qui vont mettre en place le premier circuit économique. Mais en même temps, les physiocrates vont s'attarder sur quoi? Sur le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture. Et c'est, comme le dirait quelqu'un comme Jean Baudin, même s'il était beaucoup plus mercantiliste, il n'y a de richesse que d'hommes. Oui. Voilà. Est-ce que Léopold II peut-il être qualifié d'entrepreneur innovateur? Alors là, ça pourrait nous choquer. C'est-à-dire, nous, en tant qu'anciens colonisés, on pourrait se dire, oh bah oui, mais comment est-ce qu'on peut donner des titres honorifiques, entre guillemets, bien entendu, à quelqu'un qui a pu avoir des comportements complètement ignominieux. Mais sauf que là, nous sommes dans une analyse avec le recul qui s'impose. On peut le qualifier d'entrepreneur innovateur. Pourquoi peut-on le qualifier d'entrepreneur innovateur? C'est pour la simple raison. En tant qu'individu, il a eu cette idée qui peut paraître aujourd'hui ignominieuse, comme je le disais, mais sauf qu'à l'époque, il a eu ce génie de pouvoir s'intéresser aux colonies. C'est-à-dire, dans un premier temps, il avait beaucoup voyagé, ce Léopold II. Il a été aujourd'hui dans le pays qu'on appelle Sri Lanka pour aller voir comment se passaient les colonies là-bas. Cette colonie-là, comment est-ce qu'elle arrivait à rapporter suffisamment d'argent aux Britanniques. Et ça l'avait intéressé. Il est parti aussi voir les colonies espagnoles. Et là, tout simplement pour essayer de s'enrichir le maximum. C'est-à-dire que là, on rentre dans les thèses d'un certain Joseph Alois Schumpeter. C'est-à-dire que la dynamique ou le dynamisme du capitalisme, Joseph Alois Schumpeter voit ce dynamisme dans un entrepreneur innovateur. C'est-à-dire que cet entrepreneur innovateur aurait tendance à mettre sur pied des nouvelles innovations en vue de conquérir ou de gagner ce qu'on va appeler la rente de monopole. Et à partir de cette rente de monopole, c'est la concurrence qui va encore s'imposer. Et cette concurrence permanente fait qu'il y ait des innovations qui viendraient ou qui arriveraient en forme de grappes. C'est-à-dire que les grappes successives d'innovation engendrent le mouvement. On revient encore sur cette notion de dialectique, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le concept de destruction créatrice. On détruit l'ancien et on crée le nouveau, et ainsi de suite. Et on est en permanence dans cette logique. Et ça ne peut être l'œuvre que d'un entrepreneur innovateur. Si vous n'êtes qu'un entrepreneur et que vous n'êtes pas capable d'innover, vous ne rentrez pas dans la grille d'analyse et d'explication
de quelqu'un comme Schumpeter. Bon, lui, il a été, donc disons, Léopold II était entrepreneur innovateur, mais il y a eu violence. Il y a eu des massacres, des mains coupées au Congo. Mais ce que vous devriez aussi entendre, Monsieur Kambala, là vous êtes en train de faire de la morale. Or, il s'avère que depuis le début, je n'ai cessé de dire que le capitalisme est amoral. Et donc, lorsque on rentre dans ce schème de pensée, on sort complètement du champ économique qui ne recherche que l'efficacité, pour ne pas dire l'intérêt, le profit. Je ne dis pas, et là je ne suis pas sur des jugements de valeur, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais sauf que lorsque vous êtes sur le champ économique, Léopold II peut être considéré comme étant un entrepreneur innovateur. Fût-ce choquant pour nous, je l'entends, mais sauf que ce n'est pas l'objet. Mais afin de conclure cette émission, parce que nous sommes arrivés presque à la fin, peut-on parler de mondialisation dans le colonialisme, système gagnant-gagnant? Oui, aujourd'hui, les choses ont évolué. Là, nous sommes les débuts de la colonisation au XVe siècle. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. J'ai parlé du mercantilisme. Je peux parler des physiocrates. On a connu les économistes classiques. Aujourd'hui, on a dans le courant néoclassique. On se rend bien compte que les choses ont évolué. Lorsqu'on parle de la mondialisation, avant, on avait commencé à essayer d'encadrer la mondialisation. Comment est-ce qu'on a essayé d'encadrer la mondialisation? C'est par exemple avec le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers, et qui va céder la place à l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, dans les années 95. Et dans l'Organisation mondiale du commerce, vous avez un tribunal du commerce qui essaye de régler, si vous voulez, les litiges entre les différentes nations sur le plan commercial. Et donc, on se rend bien compte que les choses ont beaucoup bougé. Mais ce que moi, je pourrais peut-être dire, pour répondre vraiment encore avec un peu plus de précision à votre question, c'est le fait que cette mondialisation n'est pas que économique. On a voulu l'expliquer par les lois de marché en disant que, en réalité, le colon, contrairement à ce qu'on professe comme quoi le libéralisme économique devrait respecter un certain nombre de préceptes, un certain nombre de lois, parce que je sentais que vous étiez parfois un peu éberlué lorsque je disais que Léopold II était un entrepreneur innovateur. Ça peut paraître choquant. Mais sauf que là, on a voulu être dans une approche, si vous voulez, compréhensive. Et après cette approche compréhensive, comme le dirait Max Weber, on peut basculer après sur une approche explicative. C'est-à-dire comprendre les motivations de l'époque en fonction des réalités de l'époque pour ne pas être justement anachronique. Parce que cet anachronisme aujourd'hui, parfois nous permet de fausser nos analyses. Il ne s'agit pas de se lancer dans des jugements de valeur en disant que c'était bien ou c'était mal. Il s'agit de dire tout simplement qu'à l'époque, il y avait un courant économique qui était là, c'est le mercantilisme, qui va progressivement céder la place aux physiocrates. Mais en même temps, comme on l'a dit aussi, on basculait dans une forme de sécularisation de la société qui résultait directement des révolutions industrielles successives. Ce qui veut dire que la morale était quasiment absente de la manière de penser la relation à autrui, c'est-à-dire la manière de penser l'altérité. Et donc là, on est en train de dire la chose suivante, la colonisation ne pouvait pas être un fait civilisationnel par essence. Ce n'était que pour des aspirations égoïstes, comme le dirait d'ailleurs lui-même Adam Smith, même si on tronque aussi sa pensée, parce que dit-il? Adam Smith, je vous le rappelle, il dit que l'intérêt particulier entraîne l'intérêt général, et l'intérêt particulier de Léopold II n'était pas l'intérêt collectif du peuple indigène, arborigène, congolais de l'époque. Donc on se rend bien compte que là on tombe dans un sophisme de composition, et ce sophisme de composition ne permet que de remettre encore en question les lois économiques. Donc l'objectif ici, c'était de dire que les lois économiques ne s'apprennent que dans les manuels d'économie. Dans la vraie vie,
il faudrait que nous puissions avoir d'autres grilles de lecture pour que ces lois économiques puissent prendre cœur et sens. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Un sujet très intéressant. La porte est ouverte pour partager vos idées nobles. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.